l'Espagne adopte une loi permettant de changer librement de genre dès 16 ans et met en place un congé menstruel, une première en Europe. Le changement de genre sur les papiers d'identité sera possible par une déclaration administrative dès l'âge de 16 ans. La durée de l'arrêt maladie que pourront accorder les médecins aux femmes souffrant de règles douloureuses n'a pas été précisée. Donc changement de genre, pas changement de texte, par une déclaration administrative seulement. Donc ça rejoint un petit peu cet homme qui avait changé son genre pour avoir la garde de ses enfants là en Équateur. Eh bien, ça va pouvoir se faire de plus en plus facilement, c'est merveilleux. À l'heure où d'autres pays européens freinent sur ce sujet controversé et après des mois de débats parfois houleux au sein de la gauche au pouvoir, les députés espagnols ont adopté définitivement, jeudi 16 février, une loi permettant de changer librement de genre dès 16 ans. Cheval de bataille du parti de gauche radical Podemos, allié des socialistes au sein du gouvernement de Pedro Sánchez, cette loi dite transgenre permet aux personnes qui le souhaitent de faire changer leur genre sur leur papier d'identité via une simple déclaration administrative dès l'âge de 16 ans. 16 ans. Je crois qu'à 16 ans, on n'a même pas le droit de se faire tatouer. À 16 ans, on n'a pas le droit de conduire. À 16 ans, on n'a pas le droit de boire de l'alcool. Mais à 16 ans, on peut changer de genre. Tout va très bien. Il ne sera donc plus nécessaire de fournir de rapports médicaux attestant d'une dysphorie de genre et de preuves d'un traitement hormonal suivi durant 2 ans, comme c'était le cas jusqu'ici pour les personnes majeures. Et oui, bienvenue, c'est le progrès. Le texte, adopté par 191 voix contre 60 et 91 abstentions, étend également ce droit aux 14-16 ans, à condition qu'ils soient accompagnés dans la procédure par leurs tuteurs légaux, ainsi qu'aux 12-14 ans, mon Dieu, s'ils obtiennent le feu vert de la justice. Mais non, mais faites pas ça, mais ils sont fous. Ils sont fous. Ils sont timbrés. Je suis choquée. L'Espagne rejoint ainsi les quelques pays au monde autorisant l'autodétermination du genre via une simple... Mais quand est-ce qu'à 12... Pardon, mais je reviens là-dessus, mais quand est-ce qu'à 12 ans, tu peux dire, ouais, non... En fait, je suis pas une fille, je suis un garçon, je veux changer ça, mais ça va leur briser leur vie. Bon, après, s'ils peuvent rechanger derrière, juste par une petite procédure administrative, bon, on va dire, voilà, ils se sentent, on va dire une petite fille de 12 ans qui dit, ouais, non, je suis un garçon manqué, je me sens garçon, donc elle va changer ses papiers, et puis voilà, 2 ans après, elle aura changé d'avis, ou 3 ans après, puis elle va rechanger son genre sur ses papiers. Peut-être que ce sera comme ça. L'Espagne rejoint ainsi les quelques pays au monde autorisant l'autodétermination du genre via une simple déclaration, à l'image du Danemark, premier pays à avoir accordé ce droit en Europe aux personnes transgenres en 2014. Aujourd'hui, nous avons fait un pas de géant, non, je ne vois pas du tout ça comme ça, en reconnaissant la libre détermination de l'identité de genre, a lancé la ministre Podemos de l'égalité Irene Montero, en défendant une loi qui dépathologise les personnes transgenres, mais le problème c'est que c'est une pathologie. On ne peut pas dépathologiser une pathologie. Le débat sur la dysphorie de genre, c'est-à-dire la détresse causée par une inadéquation entre le texte biologique et le genre auquel s'identifie une personne, a pris de l'ampleur dans de nombreux pays ces dernières années avec l'accroissement des demandes de transition, notamment chez les mineurs. Recul de certains pays par prudence, mais l'adoption de cette loi en Espagne survient au moment où plusieurs pays, dont certains étaient jusque-là en pointe sur le sujet, freinent. En Suède, les autorités ont ainsi décidé, voilà 1 an, de mettre fin à l'hormonothérapie pour les mineurs, sauf dans de très rares cas invoquant la nécessité de faire preuve de prudence. Elles viennent par ailleurs de restreindre drastiquement le recours à l'ablation des seins chez les adolescentes. En Suède, les traitements hormonaux sur mineurs désormais réservés à la recherche. En 72, la Suède était le premier pays au monde à reconnaître la dysphorie de genre. 5 décennies plus tard, en février 2022, la Direction nationale de la santé et des affaires sociales à Stockholm a publié des nouvelles recommandations pour les mineurs. Estimant que les risques d'un traitement hormonal inhibant la puberté et affirmant le genre pour les moins de 18 ans l'emportent actuellement sur les avantages possibles pour le groupe dans son ensemble. Elle appelle à faire preuve de retenue. Des hormones pourront toujours être administrées aux mineurs, mais uniquement dans le cadre de la recherche. Cette décision intervient alors que le nombre de diagnostics de dysphorie de genre a explosé ces dernières années, notamment chez les ados de 13 à 17 ans nés filles, où la hausse a atteint 1500% entre 2008 et 2018. C'est vrai, ça, dans ma vidéo sur la Suède, j'avais dit que
enfin d'après moi, j'avais l'impression que c'était plus les hommes qui devenaient trans-femmes, mais en fait c'est plutôt l'inverse, hein, d'après les chiffres. En mai 2021, l'hôpital pédiatrique Astrid Lindgren à Stockholm a décidé de limiter les traitements hormonaux aux études cliniques, arguant que les connaissances sur les effets de long terme manquaient. En Finlande, une décision similaire a été prise dès 2020 sur l'hormonothérapie, tandis qu'en France, l'Académie de médecine a appelé à une grande prudence médicale dans le traitement des jeunes patients et à la plus grande réserve sous le traitement hormonaux. Enfin, le Royaume-Uni a bloqué le mois dernier une loi écossaise sur les droits des transgenres, similaire à celle de l'Espagne, adoptée fin décembre par le Parlement d'Édimbourg, au terme de vifs débats. Cet épisode a fragilisé la première ministre écossaise Nicola Sturgeon, qui a annoncé mercredi sa démission après une vive controverse née de l'incarcération dans une prison pour femmes d'une femme transgenre condamnée pour avoir niolé 2 femmes avant sa transition. Farouche opposition de la droite. En Espagne, la loi trans a suscité une opposition farouche de la droite. Nous ne sommes pas ici pour faire des expériences avec les gens. Nous voyons des pays qui font machine arrière parce qu'ils voient désormais qu'ils se sont précipités, ce qui a provoqué beaucoup de souffrance. Ne faisons pas la même chose, a insisté jeudi Maria Jesús Moro, députée du Parti populaire. Mais ce texte a aussi provoqué de profondes divisions au sein de la gauche et du mouvement féministe, alors que le pays se prépare à des élections générales en fin d'année. Le texte a été ardemment défendu par Podemos et par la plus grande organisation LGBT d'Espagne, FELGBTI+, qui espère, selon sa présidente Hugues Sanguil, que cette loi encouragera d'autres pays à suivre l'exemple espagnol. Mais d'autres voix dissonantes se sont fait entendre à gauche, certaines féministes jugeant que la notion d'autodétermination du genre mettait en péril des décennies de combat pour l'égalité des textes. Revendiquer le genre comme étant au-dessus du texte biologique me semble être un recul, a ainsi dénoncé l'ex numéro 2 du gouvernement Sánchez Carmen Calvo. Les socialistes ont tenté d'amender le texte pour étendre l'obligation d'un feu vert de la justice aux 14-16 ans, mais n'ont pas trouvé assez de soutien au Parlement. Ouvrir cette porte de la transition de genre sans aucune restriction aux enfants me paraît précipité et très dangereux, a commenté pour sa part Rim Al-Salem, rapporteur spécial de l'ONU sur la violence contre les femmes, dans une interview au quotidien madrilène El Mundo. Vote d'un congé menstruel, une première en Europe. Le même jour, les députés espagnols ont voté définitivement, par 185 voix contre 154 et 3 abstentions, une loi créant un congé menstruel pour les femmes souffrant de règles douloureuses, une mesure inédite en Europe. C'est un jour historique pour les avancées féministes, a lancé sur Twitter la ministre de l'Égalité Irene Montero, membre de Podemos. La durée de l'arrêt maladie que pourront accorder les médecins aux femmes souffrant de règles douloureuses n'a pas été précisée dans la nouvelle loi. Adopté par 185 voix favorables, 154 contre et 3 abstentions, ce texte fait de l'Espagne le premier pays en Europe et l'un des rares dans le monde à intégrer cette mesure dans sa législation, à l'instar notamment du Japon, de l'Indonésie ou de la Zambie. Avec cette loi, l'arrêt du travail... Oh, je reviens sur le Japon, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de trucs comme ça qui sont mis en place au Japon, mais personne ne les suit. Une femme a le droit de ne pas venir si elle a des règles, de ne pas venir au travail si elle a des règles douloureuses, mais elle ne va pas le faire parce qu'elle sera tout simplement très mal vue par ses collègues. Donc bon, en général, ils profitent pas de ce genre de choses. Avec cette loi, l'arrêt de travail d'une femme en cas de règles incapacitantes, liées par exemple à des pathologies comme l'endométriose, sera reconnu comme une situation spéciale d'incapacité temporaire de travail. Il s'agit d'accorder à cette situation pathologique une régulation adaptée afin d'éliminer tout biais négatif pour les femmes dans le monde du travail, ajoute le texte. Aucune précision ne figure sur la durée de cet arrêt maladie qui devra être accordé par un médecin et sera financé par la sécurité sociale. Et ça me fait penser à ces petites vidéos qu'on voit de femmes trans qui disent oui voilà j'ai mes règles tous les mois et oui j'ai des règles douloureuses parce que les femmes trans ont toujours des règles douloureuses évidemment. Et il y en a qui se mettent en scène comme ça en se tenant le ventre et en se pliant en deux en mode ah j'ai mal j'ai mes règles douloureuses alors que ce sont des hommes de base donc non. Et ils simulent comme ça et ça me met hors de moi, parce que non, tu ne sais pas ce que c'est, non, tu ne sauras jamais ce que c'est, et arrête de faire semblant. T'es pas une vraie femme, point. Donc c'est pas en te tenant l'estomac, parce que, bon, ils se tiennent l'estomac, c'est pas à l'estomac que ça fait mal, c'est au bas-ventre. Et non. Non, tout simplement non. Parce que j'ai l'impression que c'est un manque de respect, ça, envers les femmes.
de faire ce genre de choses. Voilà, je repars un petit peu sur une petite anecdote. Quand j'étais au collège, moi, j'avais des règles douloureuses. Pardon, hein, les hommes, je sais que vous êtes en majorité à écouter ça, excusez-moi. Mais voilà. Et il m'arrivait, quand j'allais à l'école, voilà, je voulais m'asseoir. Juste le fait de me pencher vers la chaise, hein, en arrière, ça me faisait me relever d'un coup, tellement ça me faisait mal. Et après, je devais m'asseoir extrêmement lentement, et c'était ça tout le temps. À chaque fois, vous imaginez, à chaque heure de cours, devoir faire ça. Et quand je rentrais de l'école, quand je rentrais chez moi, j'étais peut-être à 10 mètres, hein, de l'entrée de l'immeuble, et je ne pouvais plus marcher. Voilà, je m'arrêtais comme ça, en plein milieu du trottoir, immobile, parce que j'avais l'impression que quand je mettais ma jambe en avant, ça me déchirait tout l'intérieur du bas-ventre. Vraiment, comme si on était en train de me déchirer avec un couteau. Donc je restais immobile, peut-être 5 minutes, comme ça. Alors je devais paraître extrêmement étrange, hein, mais je n'avais pas le choix, je pouvais vraiment plus bouger. Et après ça passait, et là je pouvais de nouveau avancer. Donc quand je vois ces femmes trans là qui se mettent en scène à dire ah oui, oh là là, j'ai des règles douloureuses, gna gna gna, non, non, non. Juste non, ne faites pas ça. Pour moi, c'est vraiment un manque de respect. Pour moi, c'est limite... Enfin, elles se foutent de la gueule des femmes. Je déteste vraiment voir ça. Parce que non, tu ne sais pas ce que c'est, tu ne le sauras jamais. Bon, eh bien je vais essayer de me calmer. Vous, dites-moi ce que vous en pensez de ça. L'arrêt maladie pour les règles, moi je pense que ça devrait être aussi pas seulement pour les femmes adultes au travail, mais aussi pour l'école. Parce que pour l'école c'est aussi très dérangeant. Surtout que bon, on peut pas se lever n'importe quand, aller aux toilettes n'importe quand, tout ça. Les profs, ça dépend sur quel prof on tombe, ils peuvent accepter qu'on y aille régulièrement, mais d'autres disent ouais non, t'iras plus tard ou quoi, et ça pose beaucoup de problèmes. Les cours de sport, alors là, c'est terrible. Bon, de toute façon, après, il y a beaucoup de filles qui en jouent, moi aussi j'en jouais, hein, c'est limite si j'avais pas mes règles toutes les semaines. Mais bon, pour éviter les cours de sport, surtout les cours de natation. Quelle horreur, mon Dieu Seigneur. Pourquoi nous infliger des cours de sport, de natation, quand on est au collège? C'est un supplice. Donc là, on est bien content d'être une fille et de dire ah non, je peux pas venir, j'ai mes règles. Donc oui, ce truc d'arrêt de travail, ça serait bien aussi de l'étendre, hein, pour les élèves. Enfin voilà. Dites-moi ce que vous en pensez de tout ça. Sur ce, tchou!